je pense qu'un bon dev, c'est aussi quelqu'un qui sait chercher l'information. Moi, je pense que tout le monde peut lancer un SaaS aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde le fait. Des personnes qui disent « Ah, j'ai jamais codé, j'ai utilisé l'IA » et ils gagnent de l'argent avec ces SaaS. Exact. Mais ce qui fait la différence, c'est aussi les... Même si tu ne réussis pas tout de suite, Oui. continue à lancer des trucs. Il n'y aura jamais de moment parfait pour publier ou lancer un SaaS. J'ai 4 fois moins de chances que tout le monde. Une femme noire, étrangère, débutante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de montrer ce que je fais, de montrer mes galères. J'avais quand même une question. Comment on crée des posts viraux? Et c'est quand même incroyable. À chaque fois que tu postes un truc, il a 100 likes, il a 200 likes. Comment est-ce qu'elle fait? Moi, je dirais... Bonjour Sarah. Bonjour Karl. Merci de rejoindre le podcast G-Talk. C'est un réel plaisir en tout cas de t'avoir sur le plateau pour le 3e épisode de G-Talk. Droit au but. Qui est Sarah Abidjo? Et si on enlève les titres, les rôles, LinkedIn, qui est Sarah Abidjo exactement? Déjà, bonjour Karl. Merci de m'avoir invité à cet épisode. Sarah Abidjo, c'est une développeuse web en devenir. C'est une débutante qui essaye de monter en compétences et qui essaye de réussir dans sa vie. Ok. Et t'as un parcours, du coup tu viens du Nigeria, c'est ça? Est-ce que tu peux un peu détailler ton parcours et tout, de comment t'es arrivé en France, de quand est-ce que t'es arrivé en France? Et comment t'as fait pharmacie à développement. Essaie de nous détailler, franchement, l'histoire elle est assez passionnante, donc je pense qu'on va entendre en tout cas. Oui, alors moi j'ai toujours été passionnée par le domaine de la santé. Oui. Après mon bac, j'ai quitté le Nigeria, j'ai déménagé pour le Bénin. Ok. Et j'ai appris le français. Je suis anglophone de base. Okay. Alors, j'ai appris le français au Bénin. Ensuite, j'ai intégré une école de médecine au Bénin. C'était très difficile au début parce que nouvelle langue, nouveau pays, mais j'ai tenu quand même. Après, j'ai voulu voyager en France et on m'a dit que c'était pas possible de transférer mon dossier de médecine du Bénin en France, donc j'ai dû tout recommencer du début. J'ai intégré une école d'analyse de biologie médicale. Okay. Mais c'était trop cher. C'était trop cher parce que c'était une école privée. J'ai dû quitter au bout d'une année. Okay. Ensuite, j'ai intégré une formation de préparatrice en pharmacie. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé le côté scientifique. J'ai eu mon diplôme d'ailleurs. Mais en fait, l'environnement pharmaceutique ne me plaisait plus. Moi, je travaillais dans une grande pharmacie. On est debout toute la journée, 10 heures par jour, debout. Il y avait souvent une très longue file d'attente et des patients qui deviennent un peu impolis parce qu'ils n'aiment pas attendre. J'avais plus l'impression d'être une vendeuse que quelqu'un qui participe aux soins. Okay. Et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. D'accord, c'est vraiment la raison principale qui t'a fait vraiment dévier, qui t'a dit vas-y je quitte la pharmacie pour me lancer dans la tech, c'est ça? C'était pas la seule raison. Oui. En fait, dans le temps, mon copain, il est développeur aussi. Okay. Et je le voyais coder, je le voyais écrire très vite sur son ordinateur. Et ça m'intriguait en fait. D'accord. Je me disais... Comment est-ce qu'une personne peut être aussi motivée et aussi passionnée? Parce que moi, dans la pharmacie, j'avais perdu la motivation. J'aimais le côté scientifique, j'aimais les études, mais l'environnement, le travail en lui-même, j'aimais plus. Je le faisais, mais j'avais plus envie en fait. Ok. Et du coup, pourquoi la tech en fait? Ok, c'est vrai, il y a le copain qui était développeur et tout, mais je me dis que c'est pas uniquement la seule motivation. Pourquoi la tech? Pourquoi de la pharmacie à la tech? C'est presque deux environnements totalement différents. Donc pourquoi la tech exactement? Parce que quand j'ai testé, j'ai aimé en fait. Okay. J'ai aimé le fait de pouvoir écrire des instructions, écrire des codes et voir directement le résultat dans le navigateur. Okay. Ça, j'ai trouvé très très intéressant. D'accord. Et est-ce que tu as suivi une formation comme telle pour déjà commencer à aimer le code, à construire des petits programmes, des sites, je me dis. Et puis sites, je me dis. C'est quoi ton parcours pour déjà commencer dans le code, pour avoir les bases? Oui, les bases, au début, c'est mon copain qui m'a appris les bases. HTML, CSS, JavaScript, tout le monde commence de là. Hein. Oui, bien et sûr. après, je me suis inscrite sur Free Code Camp. Ok. Avant ma formation bootcamp intense que je fais actuellement, pendant quelques semaines,
ou même quelques mois, je faisais des exercices sur FreeCodeCamp, JavaScript, CSS, HTML. C'est là que j'ai vraiment appris les bases. D'accord. Et c'était cette année où tu peux nous dire un peu les dates comme ça Oui, c'était pour cette se situer un peu. année. Enfin, HTML, CSS, c'était plutôt février, mars. Oui. Mais là, c'était vraiment que des bases en fait. C'était Ok. vraiment que des bases. J'ai vraiment commencé à coder, je pense, à partir de mai, juin, juillet en fait. De cette année carrément. Oui, Ah ouais, c'est incroyable. Donc là, ça va faire 5 à 6 mois que tu es vraiment dans le développement. exactement. Waouh, c'est incroyable. Et Merci. du coup, tu te définis en tant que développeuse web, ingénieur full stack, tu as des appétences beaucoup plus en back ou en front. C'est quoi exactement ton profil comme tel? Oui, je me définis comme full stack parce qu'à Ok, l'école White Code School, ils oui, nous apprennent autant le front-end que le back-end. ok, Mais pour le moment, j'aime un peu plus le front-end que le back-end. ok, Parce que bah, c'est ce qu'on a fait pendant des mois en fait. On vient de d'accord, commencer le back-end ok, et c'est que le début pour moi dans le back-end. ok, d'accord. Et du coup, tu utilises quel techno exactement, côté front, côté back? Côté front, j'utilise React, surtout React en fait. Ok, Bien sûr Tailwind, mais côté back, Node.js surtout. d'accord, ok, Et base de données SQL. d'accord. Et tu utilises pas du NoSQL avec du Ah, pour le MongoDB plutôt? moment, Non? pour le moment MySQL. Ok, ok. Ça marche, ça marche. Bon, avant qu'on aille beaucoup plus dans l'aspect technique et tout, j'aimerais d'abord comprendre, quand même, je me dis que passer de la pharmacie au développement, c'était assez difficile. Donc les débuts, c'était assez difficile. Du coup, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, je ne suis peut-être pas fait pour ça, hein? Ou tu t'es Oui, dit, absolument. franchement, c'est trop facile, j'y vais direct. Non, ça s'est pas passé comme ça. D'accord, Franchement, au raconte-moi. début, j'avais beaucoup de doutes, surtout quand j'ai commencé White Code School. C'est un D'accord. bootcamp très très intense. Pendant très peu de temps, on nous apprend beaucoup de choses. Donc parfois, je perds un peu le courage, en fait. Je me dis, est-ce Ok. que je vais y arriver? Est-ce que c'est un peu compliqué parfois, mais en fait, plus on le fait, Oui. plus on prend confiance, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a une communauté peut-être dans laquelle tu es qui te motive, peut-être où vous vous motivez, vous entraidez à vous pousser à aller de l'avant et tout? Oui, on crée des groupes à D'accord. l'école et on travaille sur des projets, des petits projets, hein. Mais on fait aussi régulièrement des daily. D'accord. Des daily, ça veut dire parler de ce qu'on a fait dans la semaine, ce qu'on a fait hier, Oui. ce qui nous motive, ce qui nous a ralenti. D'accord. Et voilà, on parle beaucoup de ces choses et ça permet vraiment de mettre en perspective et discuter avec des gens qui sont dans la même situation. Ok. Donc c'est uniquement avec les gens avec qui vous êtes dans le bootcamp. Donc il n'y a pas des Oui. professeurs ou des professionnels qui viennent rejoindre le bootcamp et vous donnent leur retour d'expérience. Si, si, absolument, il y a ça aussi. Ok. Toutes les semaines, on a des gens, des anciens étudiants qui viennent nous Ok. parler de leur expérience et surtout l'expérience du marché actuellement qui est vraiment très tendue en ce moment. Ouais, Ça fait effectivement. peur, mais bon. Effectivement, je dirais même que maintenant c'est plus facile d'être employeur que d'être employé. Ça Exactement. c'est ça. Et du coup, c'est quoi qui a été ta plus grande, ta plus grosse claque mentale depuis que tu es lancé en dev? En fait, parfois, j'ai l'impression de reculer pendant que tout le monde avance. Ok, comment? Parce que avant, j'étais en pharmacie. J'ai D'accord. le diplôme. Mhm. J'aurais pu très facilement avoir le CDI. Ok, J'aurais pu facilement avoir une stabilité financière. ok. Mais j'ai tout laissé pour me lancer dans le dev. Le dev qui est déjà un marché très tendu, C'est saturé et tout. c'est un métier où je connais rien. Ok, Donc forcément, j'ai beaucoup de moments de doute oui. par rapport à ça. Et comment tu gères cela? Comment est-ce que tu gères ce syndrome de l'imposteur et tout, surtout en tant que femme noire dans la tech? Est-ce qu'il y a des techniques, il y a des gens qui te motivent? Bon, c'est vrai, il y a les daily et tout où vous vous entraidez, mais comment est-ce que tu gères
ce syndrome-là? Je me dis que c'est un peu difficile pour toi, non? Ah oui, oui, c'est difficile le syndrome d'imposteur. Surtout en tant que quelqu'un qui se montre sur les réseaux, je me dis pourquoi est-ce que les gens vont s'intéresser à une débutante qui galère, quoi. Donc forcément, il y a ce syndrome d'imposteur. Oui. Mais en fait, j'essaie juste d'aller de l'avant, de continuer de travailler, prendre de compétences, pratiquer, faire des petits projets. Oui. Le syndrome d'imposteur, ça m'arrive surtout quand je ne fais rien. Ok. Par exemple, il y a une journée où je travaille pas, où je regarde des films, je me dis oh là là, j'avance pas, ça va pas du tout. D'accord. Mais plus je pratique, plus j'ai l'impression d'aller de l'avant, plus j'ai l'impression d'avancer. D'accord. Du coup, pour toi, c'est l'action en fait qui fait taire ce syndrome-là. C'est ça? Le fait de faire des petits projets et tout, c'est ça? Oui, Ok. oui, c'est ça. Ok, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as déjà eu des échecs, en gros, qui t'ont appris que les réussites ne t'ont jamais appris? C'est assez compliqué comme question. Est-ce Je qu'il y a pense que des... j'ai quand même compris la question. Ouais, Parce que oui, j'ai eu énormément d'échecs. d'accord. De la médecine, ça ne marchait pas. J'ai quitté pour la biologie. Ensuite, D'accord. la biologie, trop chère. J'ai dû quitter pour la Ouais. pharmacie. La pharmacie, j'ai réussi. Enfin, j'ai eu mon diplôme. Enfin, et j'ai quand même quitté pour le code. Donc, c'est des moments d'échec quand même. Mais je ne regrette pas, vraiment. Ok, Parce que mon parcours en santé m'a appris la rigueur, le contact client ok, et la gestion de stress. C'est D'accord. quand même assez important. ok. Et la résilience aussi, je me dis. Parce que le Ah fait oui, d'accumuler tous ces échecs-là... bon, c'est pas bon. Moi, je les appellerais pas des échecs, c'est beaucoup plus des leçons qui t'aident qui t'apprennent en gros à aller à avancer. Et aussi, tu utilises ces expériences-là pour d'autres domaines comme le dev. oui. C'est ça. Et tu penses que tu vas abandonner le dev plus tard pour un autre domaine? Est-ce qu'il y a une chance que tu abandonnes? Tu penses? Je pense pas. On connaît pas le futur, mais Oui. je pense pas que je vais abandonner. Parce que jusque-là, Hmm. j'aime beaucoup. Et surtout avec l'avancement de l'IA, Oui, quelqu'un qui est débutant, même quelqu'un qui connaît rien dans le code, c'est peut vrai. créer des outils qui sont très très intéressants. C'est vrai. Et je me dis que d'ici 5 ans, ça va changer encore plus. Oui. Donc, je suis quelqu'un, je sais bien m'adapter et vite. Et je pense que c'est surtout ça le plus important dans le monde de dev actuellement. Mais je ne pense pas que je vais abandonner. J'aime beaucoup jusque-là. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes spécialement dans le dev que tu n'as pas nécessairement aimé dans tes anciennes expériences? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui fait que tu te dis le dev c'est vraiment ma passion et je ne vais pas l'abandonner? C'est quoi que tu aimes dedans? C'est le fait de pouvoir créer quelque chose. C'est bête à dire, hein, mais c'est vrai, quoi. C'est simple. Dans mon ancien métier, il faut réviser tout le long des médicaments, il faut tout réviser, les effets indésirables, les contre-indications. Et quand le patient est devant toi, des fois, tu n'as même pas le temps de lui dire toutes ces choses, en fait. Ok. Il part parce que il y a beaucoup de personnes qui attendent, il y a le patron qui te met la pression, forcément. Donc, avant, j'avais l'impression de vendre juste, quoi. Mais là, j'ai l'impression d'être utile. Ok. Je peux créer quelque chose d'utile que les gens utilisent. Ok. Et on me donne des feedbacks. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. C'est surtout ce que j'aime beaucoup dans le dev. C'est que Ok. ça avance très vite, ça avance très, très vite. Et ça donne la chance de pouvoir être utile, en fait. Ok. Et pour l'instant, tu as eu cette expérience-là où tu étais un solo entrepreneuse, donc tu crées un outil, c'est utile, franchement c'est magnifique. Bon, d'ailleurs, on va rebondir dessus sur Link Refine. Mais est-ce que tu as déjà eu par exemple une expérience professionnelle, un stage où tu étais vraiment dans un cadre professionnel et tu suivais des process d'une entreprise? Tu as déjà eu cette expérience-là? Pas encore. Pas Mais encore. très bientôt. Oui, pas Bah, encore. Ok. Et tu penses que... Bon, après, c'est quoi tes a priori dessus? Parce que là, tu es solopreneuse, mais là, en tant qu'employé, est-ce que ça serait... Tu penses que ça sera la même expérience? Je ne sais pas si ce sera la même expérience parce que j'ai Oui. jamais eu l'expérience, Oui. mais j'ai hâte de découvrir en tout cas. D'accord. Ok.
parce que je me dis que dans le monde professionnel, d'ailleurs moi aussi c'est là où je suis, donc je suis ingénieur full stack DevOps, donc je suis vraiment dans le monde pro. Et comparé en fait au fait d'être solopreneuse, où tu crées ton propre produit, je dirais que c'est une expérience totalement différente. Bah après, ça reste du dev et tout, mais derrière, tu maintiens un produit pour quelqu'un d'autre. Donc c'est là où je me dis, ça peut être un peu différent pour toi. Mais effectivement, il faut avoir cette expérience-là. Du coup, comment est-ce que tu as eu cette idée-là de faire du learning in public? Où tu as eu cette idée-là? Franchement, au début, je calculais pas, hein. Je voulais juste publier mon expérience. D'accord. Mon expérience, mes galères, mes erreurs. Je me disais que ça pouvait peut-être aider quelqu'un qui est peut-être dans la même situation. Au début, je publiais beaucoup de projets de groupe, Oui. en fait. Et tu as commencé à publier à partir du début de cette année ou il y a quelques mois? C'est Oui, quoi il y a exactement? quelques mois. D'accord. C'est quand j'ai intégré White Code School, Ok. qui est mon école de formation bootcamp intense. C'est là que j'ai vraiment commencé à publier sur LinkedIn. D'accord. Donc c'était beaucoup plus pour partager ton expérience, partager ton vécu et tout. Oui, exactement. C'est ça. Ok. Et pourquoi est-ce que ton LinkedIn banner, dans ta bannière LinkedIn, a explosé? Pourquoi est-ce que c'était calculé ou c'était totalement inattendu? Est-ce qu'il y avait une stratégie qui était déjà mise en place? C'était absolument pas calculé. D'accord. Franchement, au début, c'était une stratégie Oui. pour que les gens partagent mon portfolio sans forcément dire s'il vous plaît, partagez mon portfolio. Je voulais juste avoir un outil que je pourrais mettre sur mon portfolio et dire j'ai créé cet outil, s'il vous plaît, partagez. Ok. Je m'attendais absolument pas à ce que ça explose. D'accord. Et pourquoi, à ton avis, ça a explosé? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont aimé ton outil? Parce que même moi, je l'ai utilisé, je me suis dit, c'est trop utile, c'est incroyable. Pourquoi? Je pense que c'est un problème commun que tout le monde a en fait. Pour créer une bannière, pour mettre en ligne sa bannière, il y a 3 options. Soit payer un designer qui va designer la bannière, soit mettre une image qui ne nous correspond pas forcément, soit scroller des minutes, des dizaines de minutes, des heures peut-être même sur Canva. Oui. C'est ce qui m'est arrivé moi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer cet outil. D'accord. Parce qu'on nous a dit à l'école de mettre une bannière. C'est important pour les employeurs. Donc je voulais faire ma bannière et je scrollais sur Canva, je me disais mais je trouve pas ce que j'aime quoi, mais pourquoi ne pas le coder? Okay. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'ailleurs. D'accord, donc l'idée est venue de la résolution de ton problème à toi-même d'abord. Exactement. Après tu t'es dit peut-être que d'autres personnes peuvent avoir ce type de problème. Oui c'est ça. C'est incroyable. Et d'après toi, qu'est-ce que LinkedIn t'a apporté que tu n'imaginais pas au départ? La visibilité. Mais au-delà de la visibilité, je dirais que LinkedIn m'a donné la voix, m'a donné une communauté. Oui. Et m'a permis de trouver mon alternance. Parce que j'ai trouvé une entreprise. Ah, c'est vrai? Félicitations. Oui. Merci. Ouais. J'ai pas encore signé, mais on attend l'école d'ailleurs qui va nous donner le contrat et tout. Mais il y a plusieurs entreprises qui m'ont écrit. Et sans LinkedIn, j'aurais pas ça en fait. J'aurais envoyé des centaines de CV avant d'avoir une seule réponse. J'en ai envoyé d'ailleurs. Ouais. J'ai envoyé plusieurs CV. J'ai toujours pas de réponse positive. Hein. Jusque-là, j'ai toujours pas de réponse positive. Donc, je dirais que LinkedIn m'a donné une communauté. En plus, pour Linkrefine, c'est très, très, très important parce que j'ai beaucoup de feedback, j'ai beaucoup de réponses positives, de retours. Et je pense que pour un outil, c'est très, très important, les feedbacks pour l'amélioration d'un outil. Oui, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, maintenant que tu as parlé de Linkrefine, comment est née cette idée-là? Après, c'est vrai, tu m'as parlé du fait que tu avais eu ce petit problème, mais je me dis que tu as eu beaucoup de problèmes, de problématiques et tout que tu rencontres chaque jour. Mais pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais me positionner sur cette problématique-là et essayer d'apporter une solution? Franchement, c'était le bon moment. C'était le bon moment parce que c'est le moment où je cherchais une alternance et je cherchais des projets à mettre sur mon portfolio. Et je cherchais aussi à faire ma bannière. Donc c'était juste le bon moment. Quoi. D'accord. Du coup, est-ce que tu as eu d'autres projets que tu as eu à faire avant Linkrefine? Oui, des projets solo, des projets d'école. Par exemple, il y a un projet d'école, Time to Eat, que j'aime beaucoup aussi. C'est un site de recettes. Enfin, ça facilite la recherche de recettes en fait.
On peut D'accord. rechercher par recette ou par ingrédient. J'ai beaucoup aimé créer ce projet. Ok, effectivement, je l'avais vu sur un de tes posts. Je pense que c'était vraiment parmi les premiers posts qui datent avant que tu fasses les posts de Linkify. Franchement, c'est très bien. Du coup, tu as fait que les deux projets alors, si je comprends bien. Ah non, non, non. J'ai fait Mood Player. Ça, c'était un projet perso où l'utilisateur peut mettre son humeur actuelle, sad, happy, energetic ou chill. Et le site propose en fait des musiques selon l'humeur de la personne. J'avais fait aussi le projet My Local Escape, qui était c'était un projet de groupe. C'est un site de touristes en fait. Parce que parfois, on va à un endroit, on va en vacances, et on recherche des restaurants, des bars, mais on se retrouve à ouvrir plusieurs onglets. Et là, c'était un site qui réunissait, ça existe toujours déjà, donc c'est un site qui réunit les bons endroits, les restaurants, bars et pour les randonnées aussi. Tout ça au même endroit. D'accord. Mais que pour la ville de Montpellier. Et du coup, donc c'est-à-dire que vous utilisiez une API externe et tout, en gros, comme tu disais, pour récupérer en gros les différents restaurants et les mettre sur une même plateforme, c'est ça? Non, là, on n'avait pas utilisé d'API. C'était vraiment au début de notre formation. Donc, on a cherché nous-mêmes. Bon, là, si je devais refaire le projet, j'aurais sûrement utilisé l'API. Mais non, on n'avait pas mis d'API. On a cherché nous-mêmes. Ça a pris beaucoup de temps. Bon, j'imagine. C'est sûr que vous faisiez du copier-coller et tout. C'est ça. Ok. Je comprends. Effectivement, ça, c'était les débuts. Et du coup, on revient un peu sur Linkify parce que c'est le projet, je pense, qui te passionne là actuellement, où tu es vraiment focus dessus. Oui. C'est quel problème tu résous là actuellement? Donc le problème que tu résous, je me dis que c'est pour en gros mettre des bannières un peu stylées et tout. Et c'est niché uniquement que pour les devs, si je comprends bien, c'est ça? Non. Au début, c'était que pour les devs, oui. Et j'ai reçu beaucoup de messages des personnes dans d'autres métiers. Donc j'étais obligée d'agrandir en fait, de mettre d'autres technos, de data, même des autres métiers, pouvoir ajouter son propre logo, des images. J'étais obligée d'agrandir parce que je recevais énormément de messages. Moi, j'arrive pas à mettre tel truc, moi, j'arrive pas à mettre telle chose. Donc, j'étais obligée d'agrandir. D'accord, mais genre avant, c'était vraiment pour les devs. Et après, avec les messages, les retours et tout, c'est là où tu m'as dit, franchement, en ayant les retours clients, c'est là où même ton projet, tu essaies de le donner une direction, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ok. Et pourquoi avoir choisi un produit 100% gratuit, sans inscription? Je dis sans inscription parce que moi, quand je l'ai utilisé, il n'y avait pas de système d'authentification, je me rappelle. Et donc, je faisais la bannière, après je téléchargeais, ça se téléchargeait directement. Du coup, pourquoi avoir choisi un produit qui était 100% gratuit, sans inscription et sans watermark? Parce que, au début, l'objectif, c'était pas de me faire de l'argent. Au début, l'objectif, pour moi, c'était juste d'avoir mon alternance. Et je voulais juste une stratégie pour partager mon portfolio, c'est tout. C'est pour ça que c'était 100% gratuit. C'est toujours 100% gratuit d'ailleurs. Mais désormais, on peut créer son compte et je compte d'ailleurs élargir, faire la bannière X, peut-être même Instagram, parce que presque tous les réseaux sociaux ont les bannières. Et peut-être même mettre de l'automatisation, pouvoir écrire son post LinkedIn. Franchement, il y a beaucoup d'idées. Oui. Mais ça va sûrement prendre du temps quand même. D'accord. Et est-ce que tu as reçu des retours clients en gros qui vont dans ce sens-là? Comme ça, en gros, tu essaies de te baser dessus pour établir une stratégie d'élargissement et tout. Ah oui. Et ça te dit quoi par exemple? J'ai même des personnes qui m'ont proposé, de mettre des pubs. J'ai des personnes qui m'ont proposé d'élargir sur X par exemple, sur Instagram aussi. En fait, toutes les idées que j'ai, toutes les idées que j'ai par rapport à ce projet, les gens me l'ont proposé. D'accord. Donc en gros, toi, tu avais juste une idée au préalable et on t'a posté ça sur LinkedIn et tu as reçu des retours clients et tu te bases dessus pour agrandir le projet. C'est exactement ça. Wow, c'est vraiment incroyable. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et du coup, pourquoi la simplicité est au cœur de Linkify? Parce que c'est vraiment très simple. Le parcours utilisateur, il est très simple.
Pourquoi cette simplicité? Pourquoi cette expérience utilisateur? Pourquoi exactement? Je voulais que ce soit simple à utiliser. Je Ok. voulais que même ceux qui ne savent pas utiliser Photoshop ou Canva Oui, arrivent à utiliser l'outil. Juste mettre son nom, sa profession, peut-être ajouter une image, logo, oui. et c'est tout quoi. Et d'ailleurs, au début, c'était tellement simple qu'il y avait que 10 fonds. On pouvait choisir que 10 backgrounds. Ok, ok, je vois. C'était que En ça au gros, début. Mais là, il y a plus de 50 templates parce que les gens m'ont demandé de mettre plus de templates. Au début, c'était des couleurs de dev, c'était des couleurs un peu sobres, sombres aussi. Il y en a qui voulaient mettre du rose, par exemple, blanc. Donc, j'ai dû mettre la possibilité de choisir sa propre couleur, le fond, et même pouvoir... I don't know how to say it in French, but now you can really like choose different colors, different ok. templates, and Ouais. even combine the templates now. Ok, c'est incroyable. Et du coup, tu utilises quelle technologie pour faire ça? Toujours du Tailwind CSS et tout? Non, j'ai utilisé aussi du Claude Code, Ah, d'accord, ok, je vois. beaucoup. Parce que oui, si je devais faire ce projet toute seule pendant des mois, enfin ça aurait pris des mois en fait, ça n'aurait pas pris Oui, des semaines. oui, effectivement, même Et pour c'est itérer ça, les différents changements et tout. oui, c'est ça. En plus, il y avait beaucoup de retours d'utilisateurs, beaucoup de feedback. Donc Oui, si je devais faire ça en quelques jours, il oui, fallait utiliser Claude Code. d'accord, ok. Et c'est ça qui est assez intéressant, que je disais tout à l'heure. Même une personne en ce moment qui ne sait pas coder du tout peut créer Oui. un outil qui est utile, quoi. Vraiment, c'est très, très intéressant. D'accord. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on va revenir dessus sur l'IA. Parce qu'effectivement, j'avais des questions à te poser sur l'IA, le no-code, en gros les différents outils que tu utilises. Et pour le futur dev, moi j'appelle le futur dev 2.0 carrément. Donc pour ton application Link Refine, c'est quoi qui t'a le plus surpris dans l'usage quotidien des utilisateurs? Ton outil, il sert à générer des bannières Oui. gratuites et tout pour que ça soit moderne et tout. Est-ce que tu as déjà eu des cas un peu bizarres et tout, des utilisateurs qui l'utilisaient bizarrement, après te posaient des questions, tu te disais c'est quoi cette question-là, tu vois, des trucs du genre. Par rapport à l'outil Oui, en lui-même, non. ok, Mais en général, oui, j'ai reçu des propositions un peu bizarres que je trouvais un peu bizarres, mais ok. pas beaucoup de propositions bizarres quand même. Je trouve que le côté positif de la visibilité de LinkedIn dépasse largement le côté négatif. Ok, ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Et du coup, tu peux nous dire d'ici, par exemple en 2026, la fin 2026, à quoi va ressembler Link Refine? Est-ce que tu prévois des stratégies de monétisation ou bien ça sera du bénévolat tout le temps, du free banner generator, hein? Ah non, ce sera pas toujours gratuit. Enfin, D'accord, la base restera quand même gratuite. C'est important pour moi. ok, Parce qu'au début, je voulais juste résoudre un problème. ok, Résoudre un problème des gens qui n'arrivent pas, comme moi, ok, à créer facilement leur bannière. Donc ça, forcément, ça restera gratuit. C'est important pour moi. Mais on va ajouter d'autres fonctionnalités ok, qui vont être premium en fait. d'accord, On va faire de l'automatisation IA. Je pense même que bientôt, on pourra écrire des posts LinkedIn en utilisant Link Refine. Et ok. forcément, s'il y a ce genre d'automatisation, c'est forcément en premium parce que c'est payant, même pour la personne qui l'a créé. Ouais, ouais, effectivement. S'il y a des API derrière que tu utilises avec du OpenAI, donc toi aussi, on te facture aussi. Donc, ouais, je C'est me ça. dis que c'est ça. Et tu peux nous donner un peu de stats sur le nombre d'utilisateurs qui ont déjà généré des bannières avec Link Refine, là actuellement? Oui, juste en décembre, j'ai eu Oui. plus de 5000 utilisateurs. Ok, 5000 utilisateurs. Oui, oui. Et moi-même au début, j'étais vraiment très très étonnée. D'accord. Oui, plus de 5000 utilisateurs en un seul mois, c'est quand même énorme. Ça veut dire que c'est un problème qui Oui, existait vraiment, quoi. oui, effectivement. Et Et j'ai eu beaucoup de retours aussi, des gens qui ont partagé, qui ont montré la bannière qu'ils ont pu créer avec l'outil. oui. Je pense que, franchement, j'ai même pas compté, mais il y en a énormément quand même. Oui, effectivement, quand j'ai vu ton dernier post, je pense que c'était il y a 2 jours comme ça,
tu disais qu'il y avait plus de 5000 personnes qui ont généré leur bannière avec Linkrefine. Je me suis dit, 5000 personnes, c'est incroyable. Et c'est là aussi où je t'ai contacté, je t'ai dit, non, franchement, il faut qu'on fasse. J'aimerais connaître beaucoup sur ton histoire. Tu as commencé le code il y a 5 mois, maintenant tu as un outil où il y a 5000 utilisateurs. Et c'est là où je blaguais en fait avec un ami à moi. En gros, je lui racontais un peu ton histoire. Je lui disais que là, si tu as 5000 utilisateurs et que tu factures par exemple 2 euros par mois, tu as 10 000 euros par mois. Donc là, tu n'aurais pas besoin d'alternance techniquement. Je Donc, préfère quand même mettre plus de fonctionnalités premium avant de le rendre payant. D'accord. Donc ta stratégie, c'est d'abord de faire du freemium, après de passer sur du... Oui, Ok. Non, franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Maintenant, on va basculer sur les questions sur l'IA, no code. Pour toi, c'est quel rôle joue l'IA dans ta façon de builder aujourd'hui? Moi, je prends l'IA comme un assistant très très efficace. D'accord. Je trouve que, surtout en ce moment où le développement web avance très très vite, Oui. c'est très important de savoir utiliser l'IA. Oui. Parce que avant, ce qu'on allait faire, l'outil qu'on allait créer pendant des mois et des mois, aujourd'hui, on peut le créer seulement en quelques semaines, quoi. Oui. Mais c'est quand même important d'avoir la base. Parce que l'IA se trompe, hein, beaucoup. Oui. Au bout de quelques prompts, il y a des bugs. Ouais. Et si la personne n'a pas de base, ne sait pas résoudre des bugs, l'outil est terminé, quoi. Ok. Et donc, pour toi, tu penses qu'avec, par exemple, la formation que tu as fait, donc les 5 mois de formation intensive et tout, tu as assez de bases solides pour te dire, oui, c'est vrai, même si l'IA fait parfois des fautes, je peux vraiment corriger et tout. Tu penses que c'est assez suffisant ou bien tu as besoin de plus de formation, plus d'expérience et tout? Je pense que j'ai quand même besoin de plus, de prendre de compétences, quoi. Ok. Oui. Oui. Je vais l'avouer, oui, je suis une débutante. Je fais des erreurs. Je connais pas tout. Oui. Pas comme un expert, quoi. Pas comme un senior. Je vais pas dire que je connais plus qu'un senior. C'est absolument impossible. J'ai commencé seulement il y a quelques mois. Donc, je fais des erreurs. Je fais beaucoup de recherches en ligne. Hein. Regarder les docs, poser des questions à ChatGPT. Je fais ça toute la journée. Sur les méthodes, sur comment avancer. Donc, je pense que même côté technique, il me faut encore beaucoup de pratique. Même dans l'utilisation de l'IA, il me faut encore beaucoup de pratique. Ok. Non, ça c'est très humble de ta part en tout cas de dire ça, sachant que tu as eu un outil qui a généré beaucoup de trafic dessus. Et tu te dis, j'ai encore besoin d'apprendre, d'évoluer et tout. Franchement, oui, absolument. Ouais. En fait, moi, je disais au début, justement, que je veux devenir vraiment une excellente développeuse, en fait. Pas juste quelqu'un qui sait coder. Je veux être très, très excellente. Je veux, même sans l'IA, pouvoir tout coder de A à Z, même si, de nos temps, on facture moins cher les clients. Donc, pour aller plus vite, c'est quand même important d'utiliser l'IA. En plus, les clients aussi, ils savent qu'il y a l'IA. Ils savent qu'on peut aller plus vite. Donc, si quelqu'un propose à un client, je vais te faire le site, mais ça va prendre 3 mois. Il y a quelqu'un d'autre qui propose, je vais te faire le site, mais ça va prendre 3 semaines. Bah, le client choisit facilement. Ouais, c'est ça. Donc, après, la valeur perçue, je me dis que ça sera pas la même. Parce que pour le client, il se dit, vas-y, en 3 mois, quand même, il va prendre son temps et tout. Par contre, celui de 3 semaines, ça sera un peu bâclé et tout. Donc, je sais pas. Moi, parfois, de mon expérience, il faut pas te dire la durée. Tu peux te dire, vas-y, si ça prend 3 semaines, 1 mois, ça va, tu vois. Parce que lui va il faut se donner un peu de temps. Oui, je suis d'accord. Il faut donner le temps, mais aussi donner peu de temps parce que tu utilises l'IA. Lui va se dire, c'est un peu bizarre. Donc, c'est aussi la valeur perçue des choses. Donc, c'est assez bizarre. Ok. Et du coup, tu penses que là, actuellement, avec par exemple le code base de Linkrefine et tout, si tu continues à mettre plus de fonctionnalités complexes et tout, et que par exemple ça te dépasse, je dis des bêtises, ça te dépasse par exemple, est-ce que tu penses que tu auras assez de compétences, connaissances pour vraiment garantir le contrôle dessus? Il va falloir faire l'expérience déjà. Oui. Et je pense que si je rencontre des problèmes que je n'arrive pas à régler, je vais sûrement le dire. Il y a énormément de personnes qui m'ont proposé de collaborer, même que sur ce projet. Et parfois, c'est même des seniors. Hein. Vraiment, je reçois énormément de messages sur LinkedIn
Donc si je rencontre un problème que je ne peux pas résoudre, je vais en parler, peut-être donner des pas à la personne un peu plus compétente qui pourra travailler dessus. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un bon outil n'est jamais créé par une seule personne, quoi. Rarement créé par une seule personne. C'est souvent des groupes de dev ou une équipe, quoi. C'est souvent une équipe. Donc, si je dois ajouter beaucoup plus de fonctionnalités compliquées et que ça me dépasse, ça peut arriver. Ça va sûrement arriver si je dois faire de l'automatisation. C'est sûr. Je vais demander de l'aide, c'est sûr. Parce qu'effectivement, je me dis qu'un code où il y a 0 personne qui utilise ton outil et un code où il y a 5000 personnes, c'est pas la même chose. Même si c'est codé de la même manière et tout. Oui. Donc, il y a le côté en fait de la maintenabilité ou bien de la scalabilité du site. Par exemple, là, actuellement, il y a 5000 personnes qui utilisent ton application. Mais imagine demain, il y a 10 000 ou il y a 20 000 personnes. Là, il y aura d'autres problématiques qui vont survenir, c'est sûr. Je rejoins totalement ton avis. Ouais. Et pour toi, est-ce que l'IA augmente ou diminue le niveau des développeurs selon toi? Selon moi, oui. Bon, déjà, l'IA permet d'aller plus vite. Mais forcément, pour quelqu'un qui ne fait que de l'IA, qui fait que prompter toute la journée, bah forcément la personne sera moins bonne côté technique que côté prompter l'IA, quoi. D'accord. Donc je pense que c'est vraiment très très important d'avoir l'équilibre, c'est important d'avoir les bases, c'est important de créer des projets personnels sans utiliser l'IA du tout, juste coder pour pratiquer, pour garder la compétence. D'accord. Pour toi, c'est quoi un bon développeur en 2025-2026 ? Pour moi, un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait pas seulement coder en fait. Pas seulement coder, c'est quelqu'un qui comprend un besoin, qui cherche des solutions, qui les implémente, qui sait piloter l'IA vraiment, qui sait résoudre des bugs. En gros, qui sait chercher des solutions à un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Ou peu de personnes, Mais aujourd'hui, en 2025, un bon dev, c'est pas seulement quelqu'un qui sait écrire sur l'ordinateur, coder toute la journée. Oui, c'est mon avis. Ça c'est vrai. Je rejoins totalement ton avis. Et pour toi, c'est quoi un développeur en gros qui peut se dire je peux vraiment postuler à des entreprises comme Google, Microsoft, OpenAI, tu vois, les plus grands développeurs en gros. Tu penses que ce que tu viens de dire, ça suffit pour vraiment intégrer ces boîtes? Ce genre de personnes qui intègrent ce genre de boîtes, j'imagine qu'ils doivent avoir des compétences techniques assez solides en fait. Oui. Très très solides. Parce que j'imagine que ces boîtes, l'entretien d'embauche pour ces boîtes, ça doit être très très chaud quand même. Oui. En effet, je pense que ça doit être un peu chaud avec les tests techniques et tout. Je sais pas si t'en as déjà passé. Ah si, j'en ai déjà passé. Ouais, effectivement. J'en ai passé un qui était vraiment très très compliqué parce que j'avoue qu'au début, quand je cherchais l'alternance, je postulais partout en fait. Je postulais partout, j'envoyais mes CV partout. Même pour des postes seniors, je postulais. Je voulais juste avoir mon alternance. Et on m'a proposé un entretien technique. C'était un entretien de 15 minutes, il y avait des quiz. Pendant 15 minutes, et chaque question était chronométrée. Il y avait 3 ou 4 algos. Il fallait écrire des trucs. Franchement, j'étais là. Là, c'est le niveau d'un senior. C'est vraiment pas mon niveau. C'est pas nécessairement un niveau d'un senior. C'est généralement les développeurs, en fait, franchement, je pense que même les seniors, ils sont dans ce sens-là. Ils ont vraiment peur des tests techniques. Et tu peux échouer un test technique et être un très bon dev. Tout comme tu peux être un mauvais dev et réussir les tests techniques. Moi, je pense qu'un bon dev, c'est aussi quelqu'un qui sait chercher l'information, en fait. C'est pas seulement avoir tout en tête, mais est-ce que tu sais chercher les méthodes qu'il faut utiliser sur Internet? On peut pas tout connaître. Il y a tellement de méthodes, tellement milliers de méthodes. Je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que pour toi, tout le monde peut lancer un SaaS aujourd'hui ou c'est encore c'est pas encore à la portée de tout le monde? Moi, je pense que tout le monde peut lancer un SaaS aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde le fait. Je vois tout le temps sur Twitter des personnes qui disent « Ah, j'ai jamais codé, mais voilà, j'ai utilisé l'IA pour coder. » Je me dis « Waouh !» Même ceux qui sont pas des devs, et ils gagnent de l'argent avec ces SaaS. Donc, il faut que les développeurs aussi apprennent à aller plus vite avec l'IA, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025,
Oui. Tout le monde peut lancer un SaaS. Tout le monde. Tout le monde. Oui. Effectivement, il y a même des boilerplates en gros que tu peux utiliser déjà même pour commencer et tout. Exactement. J'ai Donc même vraiment, vu, tout est plus facile. Et ça fait peur aussi parce qu'on se dit, si tout le monde arrive à le faire, pourquoi est-ce qu'on apprend à être dev en fait? C'est ça. Si tout le monde arrive à le faire. Exact. Mais ce qui fait la différence, c'est aussi les bases. Parce que comme Oui. je disais tout à l'heure, il y aura toujours des bugs. Si c'est l'IA qui code un outil, il y aura toujours des bugs. Et quelqu'un qui ne sait pas coder, forcément, la personne est bloquée là-dessus. Oui, et je pourrais même ajouter que pour moi, un bon software engineer, c'est pas juste quelqu'un qui sait écrire du code, résoudre des problèmes, mais c'est aussi quelqu'un qui sait penser en système. Voilà. Donc, face à une problématique spécifique, c'est quelle architecture que je vais adopter? Est-ce que ça sera du monolithe? Est-ce que ça sera du microservice? Je ne sais pas si ce genre d'architecture, ça te parle un peu. C'est quel type de base de données que tu vas utiliser? Comment est-ce que tu vas scaler? Est-ce que ça sera du scaling horizontal ou vertical? Donc, pour moi, un bon dev, c'est quelqu'un qui sait penser en système, pas juste qu'en code. Du coup, maintenant, parlons un peu de l'aspect vision, ambition et avenir, disons. Où veux-tu être dans 5 ans? Plus ingénieur, plus fondatrice, entrepreneuse ou autre chose? Comment est-ce que tu te vois? Franchement, je ne sais pas. Pour être très très honnête, Oui. J'en sais rien. J'espère juste que d'ici 5 ans... En fait, je dis que j'en sais rien parce que le métier évolue tellement vite. Peut-être que dans 5 ans, il y aura un outil qui serait encore plus fort que l'IA. On ne sait pas. Peut-être dans 5 ans. Mais je pense que s'il n'y a pas encore d'outil plus fort que l'IA, j'espère que je serai dans l'automatisation IA, création d'agents et que j'aurai lancé plusieurs SaaS. Je pense d'ailleurs que je vais le faire. Oui. J'ai assisté récemment à un meet-up où il y avait Maclou, Pauline et Thibaut Maker. Et j'étais vraiment très inspirée. C'est des personnes qui ont beaucoup échoué dans leur vie, qui ont lancé des SaaS jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça m'a beaucoup motivée ce jour-là. Juste build, même si tu ne réussis pas tout de suite, continue à lancer des trucs. Il n'y aura jamais de moment parfait pour publier ou moment parfait pour lancer un SaaS. Et le produit sera jamais parfait de toute façon. Oui, ok. Du coup, pour toi, là de ce que tu dis, je pense que tu es beaucoup plus côté solopreneuse, entrepreneuse et tout, que côté employé où tu vas faire 5 ans dans une boîte en étant ingénieur full stack par exemple. Si je comprends bien. Ça dépend. Franchement, si c'est bien payé, mais ça veut pas dire que je ne vais pas lancer des choses à côté. Il y a des personnes qui travaillent en entreprise, qui créent des outils à côté. Peut-être qu'ils travaillent plus, ils travaillent la nuit, ils travaillent plus que tout le monde, mais il y a des personnes qui travaillent en entreprise, qui ont des jobs, qui ont un CDI, qui créent quand même des outils. J'aime bien la stabilité, donc je serais quand même d'avis de garder un job jusqu'à ce qu'il y ait un SaaS, en gros, qui paye mes factures, en fait. D'accord. Et est-ce que tu penses pas que Linkify, un jour, puisse arriver à ce niveau-là? C'est juste une étape où il y aura une destination dessus. J'espère. De toute façon, ce ne sera pas le seul produit que je vais lancer, en fait. Je vais en lancer d'autres, c'est sûr. Genre pour cette année 2026? Pour cette année 2026, je ne suis pas très sûre. Parce qu'en plus, je serai en alternance. Je vais quand même essayer. Si j'ai des idées, je vais quand même essayer de lancer des trucs. Mais je pense que pour l'année 2026, mon objectif, c'est surtout réussir mon alternance et agrandir Linkify. Ok. Et quand tu dis agrandir, donc c'est beaucoup plus ajouter de nouvelles fonctionnalités ou retenir beaucoup plus d'utilisateurs. Parce que pour l'instant, je me dis que c'est 5000 personnes qui ont généré leur bannière, mais c'est pas des utilisateurs qui sont récurrents, qui viennent chaque mois et tout. Est-ce que tu as déjà pensé peut-être à une stratégie où tu les retiens chaque mois, ils restent, ou ils génèrent des bannières et tout? De toute façon, la plupart des personnes ne génèrent pas de bannières chaque moa, en fait. Sauf si ils ont plus de compétences, donc ils vont vouloir ajouter d'autres techs. Là, je pense que Linkify, la stratégie pour garder les utilisateurs, c'est permettre aux utilisateurs de pouvoir écrire des posts LinkedIn
Parce que Ah, ok. la plupart de personnes écrivent des posts LinkedIn au moins une fois par semaine. Oui, Donc, pouvoir écrire des posts LinkedIn facilement oui. en utilisant l'application, Ok. ça pourrait être Ouais. une stratégie. Ouais, ça peut être effectivement une bonne stratégie. J'en ai vu pas mal aussi sur LinkedIn qui ont ce genre d'outils en gros où tu peux générer des posts. C'est franchement très bien fait. Donc je pense que ça peut être une très très bonne plus-value. Et du coup, qu'est-ce que tu refuses de sacrifier même pour réussir? Je refuse de sacrifier ma santé mentale. Ok. Je vois des personnes qui travaillent beaucoup, c'est bien, hein, Mm. qui travaillent jusqu'à burn-out. Moi, je pense pas que je vais faire ça. Je pense Ok. que l'équilibre est très très important en fait. Et ma relation avec ma famille, mon Oui. copain, Oui. je ne vais pas sacrifier ça. Parce que Ok. c'est des gens qui me soutiennent, c'est des gens qui m'encouragent. Oui. Je vais pas les sacrifier pour ma carrière, ça c'est sûr. Donc pour toi, la famille, la vie relationnelle et tout, c'est plus important que ta carrière à toi. Oui, bon, il faut qu'il y ait un équilibre. Je veux quand Il même faut bien sûr. réussir. Oui. Ok, Je veux ok. quand même réussir dans ma carrière, mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Je veux pas sacrifier ma santé mentale ou mes relations pour ma carrière. Je veux pas avoir à sacrifier l'un pour l'autre. Ok, je comprends, je comprends. Et qu'est-ce que peu de gens ne comprennent sur ton parcours? Je dirais que ils comprennent pas forcément à quel point c'est difficile. Moi, j'ai appris le français il y a environ 6 ans, 6 ou 7 ans. Wow. Et quitter son pays, aller dans un autre pays, apprendre une autre langue, faire d'autres formations, et puis quitter ce pays, aller dans un autre qui est totalement différent, Oui. faire autre chose. C'est vraiment très très compliqué en fait. Mm. Je pense que quand on en parle en tant qu'étranger, en Oui. tant que des personnes qui viennent des autres continents ou des autres pays, Oui. la plupart de personnes ne comprennent pas à quel point c'est difficile en fait. Quitter la chaleur pour la fraîcheur, Oui. quitter l'anglais pour le français. Oui. Moi, par exemple, actuellement, quand je parle, je réfléchis en même temps que je parle. J'essaie de ne pas faire On est comme d'erreurs. ça. Ouais. Oui, c'est très compliqué en fait. Oui. Non, effectivement, c'est des challenges en fait que peu de gens voient. Parce que beaucoup de gens, ils voient que les résultats. Ils voient, Sarah, elle a créé un outil qui est tendance et tout. Mais il y a une histoire derrière. Il y a beaucoup de challenges et tout qui l'ont façonnée, qui ont fait qu'elle soit là où elle en est là actuellement. Et c'est là où je rebondis à cette question. Si tu pouvais parler à la Sarah d'il y a 3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a 3 ans, je lui dirais de ne pas avoir peur. Franchement, j'avais très très peur il y a 3 ans. J'avais pas les moyens pour la formation que je faisais, donc il fallait recommencer du début. J'avais l'impression de recommencer à chaque fois, de reculer à chaque fois pendant que tout le monde avance. Oui. Et il y a 3 ans, moi je dirais à Sarah d'il y a 3 ans, n'aie pas peur, avance tranquillement, ça va aller. Ok. Avance comme ça, tu sais pas ce qui t'attend, mais au moins Oui. tu vas avancer. Oui, vas-y. Et c'est quelle croyance qui t'a le plus longtemps limité? La peur. La peur. La peur de me montrer en fait. Ok. J'ai vraiment commencé à me montrer sur les réseaux il y a quelques mois. D'accord. Même sur Instagram, sur TikTok, je me montrais vraiment pas du tout parce que j'avais peur de l'avis des gens. Ok. Enfin, des avis des gens. Oui. Ouais, je comprends. J'avais très peur. Et comment tu l'as surmonté? Comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, cette peur-là, je la mets à côté, il faut que je sois focus sur la visibilité et tout. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur? Il y a des métiers où on n'a pas besoin de se montrer sur les réseaux pour trouver un travail. Ok. Et il y a des métiers où c'est mieux de se montrer sur les réseaux pour trouver Ok. un travail. Et c'est ce que j'ai compris. Parce qu'en pharmacie, quand j'étais en pharmacie, t'es pas du tout obligé d'être sur les réseaux. Tu vas à la pharmacie, tu demandes. En plus, il y a un besoin de préparateurs en pharmacie, de techniciens en pharmacie. Donc généralement, on trouve facilement le travail. Mais dans le dev, c'est compliqué. Le marché est très très tendu. Surtout avec la venue de l'IA, Oui. tout est compliqué. Il faut Oui. se montrer sur les réseaux, il faut montrer ce qu'on sait faire, il faut même être créateur de contenu. Il faut avoir plusieurs skills, quoi, pas seulement coder. Donc c'est ce qui m'a vraiment motivée pour me montrer, essayer d'avoir la visibilité. Ok. Donc pour toi, tu t'es dit, au vu du marché actuel, si je ne me montre pas, je ne vais pas me distinguer des autres. Parce que j'ai peu Exactement. d'expérience, j'ai peu de compétences probablement par rapport aux autres qui ont 3 ans, 6, 5 ans ou voire même plus. Mais la visibilité, je pense que ça peut avoir un changement.
c'est ça? Oui, en fait, moi je trouve que j'ai 4 fois moins de chance que tout le monde. Je suis une femme en tech, une femme noire, étrangère, débutante. Oui. Il fallait se montrer en fait, il fallait se démarquer, il fallait se donner de la chance de réussir. Oui. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me montrer, de montrer ce que je fais, de montrer mes galères. Et ça a payé. Ça a payé parce que maintenant, tu es plus visible, tu as créé un outil qui est utilisé, tu as eu ton alternance. Exactement, j'ai eu mon alternance, je suis vraiment très très contente. Franchement, félicitations encore une fois. C'est pas facile. Merci. Déjà, tu as utilisé une stratégie qui n'est pas commune et ça a marché, ça a payé. Donc franchement, c'est pour ça que je te refélicite encore une fois parce que c'est incroyable. Merci. Ouais. Et pour toi, à quoi ressemble la définition du succès? C'est quoi ta définition personnelle du succès aujourd'hui? Ma définition de succès, Oui. c'est se réveiller le matin et aimer ce qu'on s'apprête à faire. C'est ça pour moi la définition de succès. Parce qu'on peut bien avoir, à part le succès côté financier, où vraiment si tu as quand même 10 millions d'euros dans ton compte, c'est mieux. Mais bon, je parle de succès en général. Le succès en général pour moi, c'est se réveiller le matin et aimer ce qu'on fait. D'accord. Donc pour toi, si tu te réveilles le matin, t'aimes ce que tu fais, t'as la famille à côté, donc pour toi, t'as réussi dans la vie. Exactement. Ok. En général. Parce qu'il y a beaucoup de types de succès, bien sûr. Oui, effectivement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et bon, là, on arrive un peu à la fin du podcast. Du coup, j'ai 4 dernières questions pour toi. Okay. Donc la première question, c'est quel conseil, le conseil à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans la tech? Suis ton instinct, vraiment. Si tu penses que ce que tu fais actuellement, tu n'aimes pas du tout, tu te sens pas du tout à l'aise, c'est pas la peine de continuer. Parce que une stabilité qui t'apporte pas de la valeur, c'est comme une prison dorée en fait. Sauf si ça paye 30 000 euros par mois, mais bon. Ouais. Non, plus sérieusement, vraiment, suis ton instinct. Si tu penses que tu vas aimer, le marché de dev aujourd'hui est très compliqué. Ça, on va pas le refuser. Donc, si tu es dans un métier qui paye bien, où tu es quand même à l'aise, réfléchis 2 fois quand même avant de te lancer directement dans le dev. Mais si tu penses que tu vas aimer, tu prends des cours et tu penses que c'est quelque chose qui te correspond, lance-toi. Et toi, t'as des regrets? Non. Non? Il y a quand même des moments de doute. Il y a des moments de doute où je me demande si je vais réussir. Même jusqu'aujourd'hui, j'ai encore le syndrome d'imposteur parce que je me dis qu'il y a des gens qui font ça depuis 10 ans. Et moi, en tant que débutante, j'arrive, je dis, j'ai créé cet outil, essayer. Pourquoi est-ce que les gens voudront essayer l'outil d'un débutant qui galère? J'ai encore beaucoup de syndrome d'imposteur. Mais j'essaie d'avancer pas à pas, de monter en compétences. Et ça, je pense que c'est très très important. Mais j'ai pas de regrets, vraiment. J'aimais pas ce que je faisais avant. Ça m'aurait donné une certaine stabilité. J'aurais pas été heureuse quand même. Ok. Donc pour toi, le bonheur, l'accomplissement personnel, c'était plus important que le fait de cette stabilité que tu allais avoir en étant pharmacienne et tout? Oui, c'est ça. Ok. Alors la deuxième question, une erreur à éviter absolument quand on construit en public? C'est d'attendre d'être prêt avant de se lancer. Parce que franchement, l'outil ne sera jamais parfait. Même là, tous les jours, j'ai des bugs sur Linktree. Alors qu'il y a des gens qui me disent que c'est bien réalisé et tout. Moi, quand je l'utilise, je vois qu'il y a quelques bugs. À chaque fois que j'essaie de corriger les bugs à chaque fois. Donc en fait, l'outil ne sera jamais parfait. Il faut se lancer. Il faut lancer l'outil, même quand c'est pas parfait, même quand c'est pas le résultat final que tu veux. Un jour, ça va le devenir en fait. Un jour, ça va être tellement bon parce que plus on travaille sur un outil, plus ça s'améliore. Donc il faut pas attendre le moment parfait pour se lancer. Ça marche. Troisième question, une chose que LinkedIn ne montre jamais sur la réalité du build. De quoi? La réalité en gros de construire en public. C'est quoi la chose en gros que LinkedIn ne montre jamais sur la réalité de builder en public? C'est les nuits où tu travailles tout seul. Tu essayes de créer un outil qui n'est pas mal. Des moments de doute. Parce que quand on n'en parle pas, les gens ont l'impression que c'est facile, qu'on n'a pas de problème en fait. Moi j'en parle souvent. Je parle souvent de mon alternance. Je parle souvent de mes galères.
Donc Oui. quand on en parle, les gens savent. Mais quand on n'en parle pas, les gens ont l'impression en fait que c'est parfait, en fait que on travaille sur un outil et que c'est facile. Mais en vrai, Effectivement. ça prend du temps, Oui. ça prend... Des fois même, on ferme l'ordi parce que je comprends pour rien, c'est trop compliqué. Ouais. Mais LinkedIn ne montre jamais ça. Ouais. LinkedIn, ça montre bien les posts, bien peaufinés et tout avec la photo. Oui, Ou j'ai réussi, j'ai fait ça et tout. ouais. Ouais. Des posts bien rédigés, des photos. Ouais. Moi, j'essaye vraiment d'être authentique. Oui. Je veux pas jouer un personnage que je ne suis pas. C'est très Oui. très important pour moi d'être authentique. Oui. Authentique, pardon. Oui. Mais en fait, surtout sur LinkedIn, tout le monde essaye d'être pro, tout le monde essaye de montrer que le résultat, mais pas Oui. forcément les étapes. Oui. Mais je pense que c'est important quand même de partager les étapes aussi. Ouais, tu penses que c'est même plus important que le résultat lui-même, c'est ça? Moi, je pense que les deux sont importants. C'est quand même important de montrer Oui. ce qu'on a réussi à faire, mais c'est important également Oui. de montrer comment on a fait pour arriver au résultat final. Ok, je comprends. J'avais quand même une question sur, en gros, comment on crée des posts viraux, un peu comme ce que tu as créé. Parce que c'est quand même incroyable les posts que tu... À chaque fois que tu postes un truc, je vois, il y a 1 heure, il a 100 likes, il a 200 likes, il a des reposts, je me dis, comment est-ce qu'elle fait? Donc, est-ce que tu as un conseil pour nous? Moi, je dirais bien rédiger Oui, sa publication, oui. bien écrire. Franchement, je peux presque dire que c'est de la chance. C'est de la En vrai. chance. Oui, parce que beaucoup de personnes écrivent bien quand même sur LinkedIn. Oui, Et ça dépend de l'algorithme de LinkedIn, mais oui, aussi des personnes qui écrivent bien, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Des oui. personnes qui écrivent bien, les publications arrivent mieux à engager les autres que des Oui. personnes qui écrivent juste un gros blog. Moi, parfois quand je vois un gros blog, j'ai pas envie de lire. Ah, Parce que c'est trop long. C'est trop long, il n'y a pas d'espace, c'est pas bien espacé. oui. Mais je pense que pour augmenter la chance d'être viral, en gros, Ouais. il faut bien écrire, bien espacer et montrer ce qu'on fait de manière à ce que ce soit le plus simple à faire passer l'information, en fait. Ok. Ouais, effectivement, sur tes posts là, à chaque fois, je vois que c'est pas très lent, c'est pas très petit, c'est assez moyen et c'est précis. En tout cas, ça se voit que en fait, c'est toi. Tu parles de toi, de ton produit, de ton expérience. Et après, tu mets bien sûr ta photo pour dire que c'est moi qui parle de ça, quoi. Et franchement, j'aime beaucoup tes posts en tout cas. J'aime beaucoup tes posts. Merci. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail, à part juste LinkedIn? Et j'ai un compte X aussi et Oui, je poste pratiquement les mêmes choses. d'accord. Sarah Bujo, c'est pareil, hein, mon nom et mon prénom. Ok. Donc j'ai GitHub aussi, bien sûr, en tant que développeur, Bien sûr, où on classique. peut voir mes codes. Ok, Mais la plupart des projets importants sont quand même en privé, bien sûr. d'accord. Ben ouais, classique. Si c'est Linktree, ça sera pas en open source, c'est sûr. Exactement. Ok. Ben là, je pense qu'on arrive à la fin des questions. Je sais pas si tu as un dernier mot pour nous ou pour les auditeurs qui vont t'écouter sur YouTube. Tu as un dernier mot d'encouragement peut-être? Ne jamais abandonner. Vraiment, Oui. ça, c'est très, très important. Se lancer, ne pas attendre le moment parfait pour Oui. se lancer, pour lancer un produit, pour build, pour commencer une nouvelle carrière. Ok. Ben, en tout cas, je pense que on a fait un peu le tour de toutes les questions. Merci beaucoup, Sarah, pour avoir répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour l'opportunité aussi, hein. Non, Ça me fait vraiment très plaisir et j'étais très stressée au début et Oui. merci de m'avoir mise à l'aise. Ben, franchement, c'était normal. Je pense que c'était normal. C'est comme je t'avais dit, c'était vraiment une conversation fluide, normale et tout. Et franchement, j'ai beaucoup appris de ton expérience, de tes conseils et tout. Et espérant que on aura à se recroiser encore une fois sur d'autres projets que tu vas nous présenter. Parce que moi, je suis convaincu qu'avec ta motivation, avec tes compétences, franchement, tu vas arriver très loin. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, un grand plaisir. Et je Euh, vous souhaite aussi beaucoup de courage et beaucoup de succès
pour cette chaîne YouTube. Ben, merci en tout cas. C'est vous qui contribuez. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. Passe de très bonnes fêtes, une très bonne année et c'est ça. Merci. Ciao, ciao. À la prochaine.